Bonjour à tous, je m'appelle Pierre. Aujourd'hui, nous allons explorer une autre affaire ensemble. La famille Temple, originaire de Katy au Texas, était très respectée dans leur ville, particulièrement David, un athlète exceptionnel qui fut capitaine de l'équipe de football du lycée Katy pendant leur saison invincible de 1986. En tant que linebacker vedette, les talents de David lui ont valu une reconnaissance bien au-delà du terrain de football. David était une véritable célébrité locale à Katy. Tout le monde voulait être son ami. Porté par son succès, il a décidé de poursuivre ses études et sa carrière sportive à l'université Stephen F. Austin à l'automne 1990. L'université lui a offert une bourse complète pour jouer au football, une opportunité que David a saisie avec enthousiasme. À l'université, les performances de David sur le terrain étaient tout simplement extraordinaires. Sa présence physique et son agressivité implacable lui ont valu le surnom de Temple maudit. C'est là qu'il a rencontré Belinda Lucas, une étudiante en éducation physique qui travaillait comme assistante dans le programme de football. La connexion entre David et Belinda a été instantanée. Belinda était une ravissante blonde qui a immédiatement captivé David. Dès le début de leur relation, il ne pouvait s'empêcher de vouloir passer chaque instant avec elle. Pour lui montrer son affection, il laissait des mots doux sur son pare-brise chaque fois qu'il apercevait sa voiture sur le campus et la surprenait avec des roses. Après 11 mois de fréquentation, David a décidé de franchir l'étape suivante. Avec respect et considération, il a demandé la main de Belinda à ses parents. Ces derniers, impressionnés par la sincérité et l'attitude respectueuse de David, ont accepté avec joie. Déterminé à faire sa demande de la manière la plus romantique possible, David a choisi le terrain de football comme cadre. Sur la ligne des 50 yards, genoux à terre, il a demandé à Belinda de devenir sa femme. Submergée d'émotion, elle a accepté avec bonheur. À l'automne 1992, David et Belinda se sont mariés lors d'une cérémonie intime, entourés de leurs proches. Après leur mariage, ils se sont installés à Katy. Belinda est devenue enseignante à l'ancien lycée de David, tandis que lui a trouvé sa vocation comme entraîneur et professeur au lycée Alief Hastings. 3 ans après leur mariage, leur bonheur s'est enrichi avec la naissance de leur fils, Evan. Devenir parent a été une immense joie pour le couple. Pour leurs proches, David semblait être un mari modèle, soutenant Belinda dans tous les aspects de leur vie. Cependant, ceux qui connaissaient bien le couple dressaient un portrait bien différent de leur mariage. Des amis ont été témoins du comportement contrôlant de David envers Belinda. Il faisait régulièrement des remarques désobligeantes sur son corps et sa façon de s'occuper de leur fils et de la maison. Le frère jumeau de Belinda, qui passait du temps avec eux pendant les vacances, a rapporté que David se moquait fréquemment du physique de Belinda. Plusieurs personnes ont témoigné que David la qualifiait de grosse et laide, et insultait également sa famille, les traitant de racailles. Il empêchait activement Belinda et Evan de passer du temps avec la famille de celle-ci. David semblait particulièrement contrarié par l'incapacité de Belinda à perdre le poids pris pendant sa grossesse. Sa frustration semblait provenir de son insatisfaction d'avoir une épouse qui, selon lui, se laissait aller. Pourtant, malgré son comportement loin d'être idéal, tout le monde s'accordait à dire qu'il adorait leur fils et était un père aimant. Au fil du temps, David s'est progressivement éloigné de Belinda. Lors d'une réunion d'anciens élèves, il a renoué avec une ex-petite amie et a confié à un ami avoir eu une liaison avec elle. Il a commencé à passer de plus en plus de temps hors de la maison, prétextant des after-work avec ses collègues entraîneurs. En réalité, David fréquentait des clubs de striptease où il rencontrait d'autres femmes. Restée seule à la maison, Belinda ressentait un profond malaise dans son mariage. En jouant avec son fils, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si quelque chose n'allait pas. Elle s'est confiée à ses amis, exprimant ses soupçons sur l'infidélité de David, mais hésitait à y croire, cherchant une explication rationnelle à ses absences croissantes. En examinant leurs relevés de cartes bancaires, Belinda a découvert de nombreuses dépenses dans des clubs de striptease. Confronté à ces sorties, David a fourni des explications peu convaincantes que Belinda a acceptées à contre-cœur. Suite à cet incident, il a décidé d'ouvrir un compte séparé, renforçant davantage les inquiétudes de Belinda. À l'été 1998, leur relation était très tendue et le couple se disputait fréquemment. Ils passèrent de longues périodes sans se parler. Une nuit, Belinda a confronté David, lui demandant s'il l'aimait toujours. Sa réponse fut vague. Il ne savait pas. Pourtant, le lendemain matin, tout avait changé.
David affirmait l'aimer, remplissant Belinda de joie. En janvier 1999, le couple semblait avoir surmonté leurs difficultés. Belinda a découvert qu'elle était enceinte de leur deuxième enfant, une petite fille. Cette nouvelle les a comblés de bonheur. Le 11 janvier 1999, alors que Belinda était enceinte de 8 mois, leur vie a basculé. La journée avait commencé normalement. Belinda enseignait au lycée Cathy quand elle a été appelée à l'accueil pour un appel de la garderie d'Evan. Leur fils avait de la fièvre. Vers midi, elle est allée le chercher et l'a ramené à la maison. David est arrivé une demi-heure plus tard pour prendre le relais, car Belinda devait retourner au travail pour une réunion importante. La réunion s'est terminée vers 15h30, et Belinda est rentrée 15 minutes plus tard, visiblement épuisée. La fièvre d'Evan s'étant calmée, David a décidé de l'emmener au parc pour permettre à Belinda de se reposer. David et Evan sont partis vers 16h, se dirigeant d'abord vers un petit parc proche, puis vers un plus grand à quelques kilomètres. En chemin, ils se sont arrêtés chez Brookshire Brothers pour acheter une boisson pour Evan et de la nourriture pour chat. Comme il était déjà 16h30 passé, David a changé d'avis concernant le grand parc. À la place, il a décidé de faire un arrêt rapide chez Home Depot pour acheter des supports d'étagères pour la chambre du bébé. Les caméras de surveillance ont enregistré leur passage dans le magasin. À 17h30, David est rentré avec Evan. En approchant de la porte arrière, il a remarqué qu'elle était entrouverte et que du verre jonchait le sol. Craignant un cambriolage, David a pris son fils dans ses bras et s'est précipité chez le voisin, frappant à sa porte en criant « Laissez-nous entrer !» Le voisin a accouru et ouvert. David lui a confié Evan, lui demandant d'appeler immédiatement le 911, expliquant que sa maison semblait avoir été cambriolée. Inquiet pour sa femme enceinte, David a laissé son fils avec le voisin et s'est précipité chez lui. En entrant, il a crié le nom de Belinda. Montant les escaliers en courant vers la chambre principale, il a découvert Belinda allongée dans le placard, couverte de sang. 2 agents du bureau du shérif du comté de Harris ont répondu aux appels d'urgence concernant une fusillade. À leur arrivée, ils ont été confrontés à Shaka, le chien des temples, connu pour être agressif et protecteur. L'animal aboyait et grognait, les empêchant d'entrer. Les agents envisageaient d'abattre le chien en dernier recours quand David est sorti de la cour. Calmement, il les a informés que sa femme Belinda avait été tuée. Les agents ont ordonné à David de maîtriser son chien avant qu'il ne puisse entrer. David a obtempéré, enfermant l'animal dans le garage. Il a ensuite été placé dans une voiture de patrouille pendant que le personnel médical et d'autres agents arrivaient sur les lieux. Lors de l'interrogatoire, David est apparu agité et agressif. Selon les détectives, il évitait leurs regards et ne tenait pas en place sur sa chaise. Après 3h30 d'interrogatoire, les enquêteurs n'avaient toujours pas déterminé si David était suspect dans le meurtre de sa femme. La scène découverte par les enquêteurs était horrible. Belinda gisait face contre terre dans le placard de la chambre principale, une blessure par balle à l'arrière de la tête, partiellement dissimulée par ses longs cheveux. Pour l'un des détectives, il semblait que Belinda était à genoux au moment du tir. Les vêtements dans le placard étaient maculés de sang et de matière cérébrale. Belinda portait un jean et un pull, ses chaussures toujours aux pieds. Elle n'avait pas été dépouillée de ses bijoux. Montres, bracelets, colliers et bagues étaient toujours en place. L'autopsie pratiquée le 12 janvier 1999 a confirmé que Belinda avait été tuée par un fusil de chasse de calibre 12 qui lui avait fracassé le crâne. Le médecin légiste n'a pas pu déterminer l'heure exacte du décès, mais a noté que le bébé à naître n'était pas mort instantanément des suites de la blessure par balle de sa mère. L'examen de la maison a révélé des incohérences troublantes. Le motif des éclats de verre suggérait que la vitre avait été brisée alors que la porte était déjà entr'ouverte. Les enquêteurs se sont demandé pourquoi un cambrioleur aurait brisé une vitre d'une porte déjà déverrouillée. De plus, bien que des tiroirs aient été retournés, rien de valeur ne manquait. Belinda portait tous ses bijoux et la bague en or de David était bien visible sur la commode. Ces observations ont conduit les détectives à penser que la scène de crime avait été mise en scène pour simuler un cambriolage. Le véritable motif semblait être l'assassinat ciblé de Belinda et de son enfant à naître. L'alibi de David a été confirmé par les images de vidéosurveillance de Brookshire et Home Depot. Les enquêteurs ont temporairement mis David de côté pour explorer d'autres pistes. David a suggéré que leur voisin de 16 ans, Riley Sanders, pourrait avoir un motif.
Riley était l'élève de Belinda au lycée, et elle avait récemment signalé ses absences répétées à ses parents. Elle l'avait également confronté pour avoir laissé des canettes de bière dans son jardin. Les détectives ont découvert que Riley avait accès au fusil de chasse de calibre 12 de son père, le type d'arme utilisé pour tuer Belinda. Ils ont aussi appris qu'un groupe d'amis de Riley avait été impliqué dans un vol de fusil quelques semaines plus tôt. Lors de son interrogatoire, Riley a affirmé avoir été à l'école, mais les registres ont montré qu'il avait séché les cours. Il a échoué au test du polygraphe, mais a maintenu son innocence, expliquant avoir passé la journée à fumer du cannabis avec des amis. Pendant l'enquête, les détectives ont découvert que David entretenait une relation proche avec une collègue enseignante, Heather Scott. David a admis avoir flirté avec elle par email et lors de sorties après le travail, mais a nié toute relation plus poussée. Cependant, après plusieurs interrogatoires, Heather a révélé qu'ils avaient repassé le réveillon du Nouvel An ensemble et avaient eu des relations intimes chez elle. Confronté à ces révélations, David a reconnu avoir trompé Belinda, mais a insisté sur le fait que sa relation avec Heather était purement physique. Il a affirmé aimer sincèrement Belinda et être prêt à donner sa vie pour elle. 3 mois après le meurtre, un grand jury a décidé de ne pas inculper Riley Sanders ni David Temple. Les années suivantes, l'enquête s'est refroidie. David a refait sa vie et s'est remarié avec Heather Scott. La famille de Belinda, convaincue de la culpabilité de David, a continué à se battre pour que justice soit faite. En novembre 2004, la condamnation de Scott Peterson, en Californie pour le meurtre de sa femme enceinte, a ravivé l'intérêt pour l'affaire Temple. Les similitudes entre les deux cas ont poussé les procureurs à réexaminer le dossier. Le 30 novembre 2004, 6 ans après le meurtre de Belinda, David Temple a été arrêté. Son procès n'a commencé qu'en 2007, où sa défense a tenté de rejeter la responsabilité sur Riley Sanders. Après 8 heures de délibération, le jury l'a reconnu coupable et condamné à la prison à vie. En 2016, sa condamnation a été annulée pour vice de procédure, mais un nouveau procès en 2019 l'a de nouveau reconnu coupable. L'audience pour sa peine, retardée par la pandémie de Covid-19, s'est finalement tenue en 2023, aboutissant à une nouvelle condamnation à perpétuité. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à ma chaîne, d'autres histoires choquantes vous attendent.